Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne afin de parler et de débriefer la prépa des Bleus en équipe de France de basket qui s'est terminée dimanche dernier par, j'ai envie de dire, une ultime défaite contre l'Australie 82 à 83. Donc voilà, la France a eu 6 matchs de préparation. Donc on va un petit peu débriefer ces matchs et ensuite je vous donnerai les conclusions que j'en tire et un petit peu ce que je pense de tout ça juste avant le début des JO, puisque les Bleus au basket débuteront leurs Jeux Olympiques samedi à 17h. Donc pour débuter sa prépa, l'équipe de France a fait un premier match, une petite mise en bouche contre la Turquie, qui s'est terminée par une large victoire 96-46. Bon, c'était le premier match. Important de prendre. Enfin, c'est toujours important, voilà, de prendre des petits adversaires. Donc, des victoires assez simples, j'ai envie de dire, mais ça ne nous donne pas non plus de grandes informations sur l'équipe de France, parce que ce premier match, déjà, il s'est joué avec 17 joueurs sur le banc. Puisque voilà, c'était vraiment le début de la prépa, donc Vincent Collet avait présélectionné 17 joueurs contre donc une petite équipe de Turquie. Voilà, beaucoup de rotation, donc il y a peu de choses à retenir de ce premier match. Deuxième match, France-Allemagne, pareil, encore, il me semble qu'il restait 16 joueurs, 15 joueurs, 16 joueurs, je sais plus. Enfin voilà, il restait encore plus de joueurs qu'il n'en reste actuellement. Victoire également assez large contre une Allemagne affaiblie, puisqu'il manquait leurs joueurs, les deux frères qui jouent à NBA, Franz et Maurice Wagner, qui sont enfin surtout Franz Wagner est vraiment un très très bon joueur. Maurice Wagner est aussi un sacré beau bébé dans la raquette, un sacré pivot. Donc voilà, il leur manquait deux joueurs très très importants. L'Allemagne n'a rien pu faire hein, globalement, mais pareil, encore une fois, un match qui permettait de se mettre en confiance, mais qui ne nous donne pas de grandes conclusions. Si ce n'est peut-être eh bien que les joueurs qui ont été retenus par Vincent Collet, voilà, juste après ces matchs, puisque donc les deux premiers matchs se sont joués avec plus de joueurs qu'il n'en faut, et ensuite il avait fait sa sélection. Donc la France est aujourd'hui à 12 joueurs. Je vais essayer de ne pas en oublier, mais donc il y a Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Guerschon Yabusele, Mathias Le Sort, Evan Fournier, Nicolas Batum, Nando De Colo, Franck Nilikina, qui j'ai oublié encore, j'en oublie évidemment, Mathieu Strazel, qui il y a d'autres? Voilà, les trois qui me manquent, c'est Isaac Cordini, Bilal Koulibaly et Andrew Albissi. Donc voilà pour la liste des 12. Sauf que donc sur ces deux premiers matchs, on avait en plus de ça notamment, alors je vais peut-être également en oublier, mais on avait notamment Nadir Rifi, Elio Kobo qui étaient là, et il y avait aussi Jalen Howard. Mais voilà, c'était plus Jalen Howard pour le coup est un plus jeune joueur, donc pas de souci là-dessus. Mais bref, des joueurs, donc je retiens notamment Nadir Rifi et Elio Kobo parce qu'ils ont vraiment apporté de très très bonnes choses en attaque et en défense, en intensité défensive. Ils étaient vraiment très très présents, ils ont fait beaucoup de bien. Mais tout de même, Vincent Collet a décidé de ne pas les sélectionner. Donc après voilà, il peut y avoir des explications. Il peut nous dire que voilà, peut-être que le roster va mieux marcher comme ça, qu'il y a plus d'alchimie entre les joueurs, que par exemple Nando De Colo et Evan Fournier, qui n'ont pas forcément montré de très belles choses en préparation, bon, vont apporter de l'expérience, tout ça, on veut bien l'entendre. Mais je veux dire, quand dans le deuxième match, Evan Fournier se fait expulser d'un geste d'humeur, d'un geste d'humeur. Bon, après, il se fait lui aussi agresser par Dennis Schroeder, mais il n'a pas à répondre comme ça. Donc quand il se fait expulser, que le match juste avant, déjà contre la Turquie, il n'avait pas été très bon,
que le match d'après contre l'Allemagne, parce qu'il y a 2 matchs contre l'Allemagne, le match suivant contre l'Allemagne, il est également très nul, que globalement sur toute la prépa, il est très nul, que Nando De Colo revient d'une saison quasiment blanche parce qu'il a été beaucoup blessé, que Nando De Colo est j'allais dire un pitre en défense, j'abuse, mais que voilà, c'est quand même pas le meilleur défenseur, et que pareil, en prépa, il ne montre pas de très belles choses, eh bien je ne comprends pas qu'on les prenne quand même. Bon, je garde les deux là en tête parce que c'est les deux qui me sortent le plus par les yeux. Quand je pense à également Franck Ntilikina qui, certes, est un bon défenseur, voire un très bon défenseur, mais qui n'apporte rien en attaque, tandis qu'on voyait pendant les premiers matchs de prépa que Nadir Rifi, que Elie Okobo faisait les efforts défensifs justement parce qu'ils avaient envie de gagner leur place, et que quand même on les sélectionne pas, ça me fait chier parce qu'ils apportent beaucoup, mais alors beaucoup plus que Franck Ntilikina en attaque. Pareil, Andrew Albici commence à se faire vieux, on l'a quasiment pas vu sur la prépa, il est quand même pris. Alors là, ça me termine, je comprends pas pourquoi. Enfin bref, en tout cas, cette liste me fait chier, voilà, donc là déjà, voilà, je devais parler que des matchs au début, j'ai déjà débordé sur la liste, mais je comprends pas, Vincent Collet, va falloir songer à quitter l'équipe de France. Voilà, il a fait de très belles choses, pas de soucis, c'est sûrement, comme l'a dit Tony Parker lorsqu'il a fait son discours, lorsque son maillot de l'équipe de France a été retiré à Lyon, c'est sûrement le plus grand coach de l'équipe de France de basket, mais il y a un moment, il faut savoir dire au revoir, et j'aurais bien aimé qu'il dise au revoir depuis la dernière Coupe du Monde. Bref, si on continue sur les matchs de préparation, donc il y a eu donc ces 2 premiers matchs, France-Turquie, France-Allemagne, de larges victoires. Troisième match, un petit peu un match retour contre l'Allemagne, sauf que cette fois-ci, l'Allemagne avait Franz Wagner, Maurice Wagner, qui étaient revenus. De notre côté, nous, Wemby avait une maladie, donc visiblement c'était le Covid en fait qu'il a eu. J'ai su ça, enfin j'ai vu l'info passer aujourd'hui. Visiblement il avait le Covid. Donc défaite courte, mais défaite quand même, 65-70. Un match qui, d'un point de vue défensif, moi j'ai trouvé que ça allait. On a eu quelques problèmes au rebond dans mes souvenirs, mais globalement j'ai trouvé que ça allait. Par contre, en attaque, mettre 65 points, ça fait mal au cul. C'est pas normal. Et de toute façon, l'attaque est un grand problème de l'équipe de France sur cette prépa. Attaque qui est stéréotypée, qui n'est pas du tout dynamitée par des petits meneurs, par des bons meneurs comme aurait pu l'être Elie Okobo ou Nadir Rifi. Voilà, je reste obstiné sur cette liste. Voilà, qui aurait pu apporter un peu de vista, voilà, en attaque, un peu de... Enfin, ils auraient pu créer des différences, quoi. Et puis au lieu de ça, on a Nando De Colo ou Franck Ntilikina qui joue à 2 à l'heure. Franck, il sait pas quoi faire de la balle. Nando De Colo, de toute façon, voilà, il est vieux. C'est un joueur génial, moi je l'ai adoré, mais il y a un moment, faut aller se faire foutre. Donc voilà, courte défaite. Bon, j'ai envie de dire, pareil, c'est pas un match où on peut tirer grand-chose, parce que, bon, il manquait Wemby. Wemby, c'est un peu notre solution à tout quand il y a des problèmes. Donc je dirais que voilà, ça reste un match correct, on va dire. On aurait pu prendre 65-90, enfin... je veux dire, quand nous, on avait notre équipe au complet et que l'Allemagne ne l'avait pas, on leur a mis 90-66. Eux, quand leur équipe était au complet, ils nous ont mis seulement 70-65. Donc je reste plutôt optimiste, d'autant que l'équipe de France va affronter l'Allemagne en match de poule lors des JO. Poule qui est composée de la France, de l'Allemagne, du Brésil et du Japon. Plutôt une poule facile, heureusement. J'ai envie de dire, ça va encore nous laisser le temps de pouvoir normalement... Je dis bien normalement, puisqu'on l'a bien vu à la dernière Coupe du Monde, hein, on est capable de se faire sortir en poule. Ça va nous laisser normalement le temps d'encore peaufiner notre jeu pour envisager le quart de finale normalement. Donc voilà. Ensuite, 4e match de cette préparation, France-Serbie, défaite. Une nouvelle fois, j'ai eu la chance de pouvoir assister à ce match donc en tribune.
Très, très belle expérience. D'ailleurs, en même temps, lorsqu'on prenait le billet pour voir ce match, eh bien, on pouvait en même temps voir le match des féminines juste avant. Donc génial, franchement une soirée géniale. D'autant qu'il y avait également la soirée du retrait du maillot de Tony Parker juste après. Donc franchement une très belle expérience. Très heureux d'avoir pu assister à cette soirée. J'ai vraiment passé un super moment. D'autant que on avait des places déjà assez bien placées. On n'était pas trop loin du terrain. On était dans un angle pas trop loin. Mais on a pu, avec un petit peu de malice, eh bien, se mettre littéralement bord terrain. Enfin, il y avait juste les sièges courtside, donc qui sont vraiment là, comme vous le voyez en NBA, les sièges qui sont vraiment sur la ligne de touche limite. Il y avait ces sièges-là et moi je me suis retrouvé juste derrière on a tenté, voilà, on s'est assis là au bluff, personne n'est venu nous faire chier et donc on a vraiment assisté au match France-Serbie, donc voir Nikola Jokic, Wemby, tout ça, à littéralement aller 8 mètres de nous, donc franchement une expérience incroyable. Ce qui fait qu'en fait, eh bien la soirée était tellement bien que je me suis même pas trop rendu compte qu'on perdait, enfin je voyais qu'on perdait, mais vous voyez, on est traversé par tellement d'émotions qu'en fait, le résultat du match nous importe assez peu. Et même dans cette défaite, en fait, j'étais content parce que j'avais vu les joueurs, quoi. Euh, bon, on s'est littéralement fait poutrer par Nikola Jokic, hein, qui a mis, il me semble, 20 points, qui aurait pu en mettre plus, je pense, mais bon, il n'a pas joué déjà tout le match, d'autant il s'est vite retrouvé un petit peu pénalisé par son nombre de fautes. Donc il n'a pas pu jouer tout le match, mais il nous a mis le temps qu'il a joué, il nous a mis 20 points dans la gueule. Il a explosé vraiment Victor. Victor qui du coup revenait de son Covid, donc ça explique pourquoi aussi sur ce match-là il a été assez décevant. Mais ouais, il l'a explosé. Donc, eh bien écoutez, j'ai envie de dire que là le problème, enfin ça montre que la France, s'il y a un joueur vraiment très fort en face, on va peut-être avoir du mal. On a aussi pris vraiment la sauce sur ce match à 3 points. Ils en ont mis les Serbes, ils en ont mis les enfoirés. Notamment fin de match, on espérait une fin de match serrée. Et puis les Serbes sont arrivés, ils ont mis 2-3 points d'un coup. Voilà, ils ont repris plus 6 d'avance. Euh, C'était décevant voilà, de perdre comme ça. Assez frustrant quand on sent qu'on peut revenir mais qu'on n'y arrive pas quand même. Sur ce match-là, la France avait eu par contre une adresse à 3 points absolument exécrable. Pareil, encore une attaque, mais dégueulasse. C'est-à-dire que le meneur arrivait, et là, parce que j'ai beaucoup critiqué Franck Ntilikina et, euh, et Nando De Colo qui portent la balle à la main, mais parce que Mathieu Strazel, moi je trouve qu'il apporte de bonnes choses, mais sur ce match-là, Mathieu Strazel a également été très mis en difficulté par les défenses serbes. Et il n'a pas apporté grand chose non plus. Le jeu était. C'est ça en fait, on a du mal à trouver nos intérieurs alors qu'on a pourtant deux tours, quoi. Rudy Gobert ou Wemby. Enfin, ça devrait jouer que à l'intérieur limite. Et on a du mal. Le jeu il ne passe jamais par l'intérieur. Même Victor, quand il vient prendre la balle, il vient la prendre à 3 points. Rudy, même lui, hein, Rudy, il vient prendre la balle à 3 points quand il prend la balle. Enfin, un jeu un petit peu, ouais, un petit peu dégueulasse. On a du mal à trouver les intérieurs, ce qui fait que, eh ben, on crée pas d'action et un match de plus, on ne met que 67 points, à peine mieux que le match contre l'Allemagne. Donc voilà, un match où là, voilà, on pouvait tirer les premières vraies conclusions, se dire que bah Jokic, en fait, tu peux rien faire contre ce mec, que tu le veuilles ou non, tu peux pas, que peut-être si Wemby avait été plus en forme, qu'il n'avait pas le chopé le Covid 5 jours avant, bah peut-être qu'on aurait pu un peu mieux défendre sur lui, mais en tout cas sur ce match-là, on n'a vraiment pas réussi. Que notre adresse extérieure, il va falloir améliorer ça. Et que eh bien, notre attaque, si on passe pas par l'intérieur, c'est compliqué. Voilà. C'était les premières conclusions qu'on pouvait tirer après ces 4 matchs. Ensuite, 5e match, France-Canada. Canada probablement, avec les États-Unis, l'équipe qui fait le plus peur sur le papier. Je dirais également que c'est une équipe qui fait peur sur le terrain, pas que sur le papier. Franchement,
J'ai pas pu voir tout le match parce que j'avais tout simplement entraînement de basket, hein, mais voilà. Donc j'ai pas pu voir tout le match, mais putain, le niveau du Canada est assez effarant. Déjà Shai Gilgeous-Alexander à la main, ça vous débloque des situations et c'est là qu'on se dit qu'on aimerait bien avoir un meneur comme ça parce que putain la vache, comment c'est trop fort d'avoir un bon meneur, enfin un meneur d'un niveau comme ça dans son équipe, c'est vraiment trop fort. Il a créé tellement de situations. Le Canada est une équipe assez complète. La balle tourne très bien parce que pour le coup, le Canada, je trouve qu'ils ont une faiblesse à l'intérieur. Voilà, leur intérieur le plus fort, on va dire, c'est Kelly Olynyk. No disrespect envers lui, évidemment, mais ça reste un joueur moyen de NBA. Donc, je pense qu'il y avait moyen de faire mal à l'intérieur. On n'a pas réussi à faire mal à l'intérieur quand même. Donc ça, c'est chiant parce que, à la limite, contre la Serbie ont de sacrés intérieurs, hein. Je suis pas trop l'Europe, donc je peux pas vous dire si tel intérieur ou quoi est fort, mais déjà, rien que sur Nikola Jokic, on a du mal. Et le reste des intérieurs de la Serbie sont durs, ils sont physiques. Enfin, voilà, c'était compliqué d'aller jouer à l'intérieur. Contre le Canada, je dirais que c'était une tâche un peu plus facile. On a quand même eu du mal. Les extérieurs du Canada, pour le coup, sont d'une qualité nettement supérieure aux nôtres. Et du coup, ils ont fait mal. La balle, elle circulait bien. Ouais, c'était dur. Notamment, je me souviens de la fin de match. Franchement, quand ils font tourner la balle et que d'un coup, tu sais pas comment, il y a un joueur canadien qui se retrouve tout seul au milieu de la raquette. Parce que justement, la balle a tourné et qu'on a créé des espaces. Bah, tu te dis, d'accord, donc la France qui est censée avoir potentiellement la meilleure défense intérieure du tournoi se fait trouer le cul comme ça, ok. Donc ça montre déjà qu'on a peut-être des problèmes défensifs au final, alors qu'on partait quand même sur une base où on se disait la France, voilà, super défense, peut-être un peu moins fort en attaque, mais super défense. Bon, au final, on n'est pas si sûr. Et le Canada, les mecs, qu'importe qu'ils affrontent, Wemby Gobert dans la raquette, rien à branler, la balle elle va dedans, et puis il y a panier quoi. Donc franchement, ouais, Canada m'a impressionné, un peu peur de cette équipe. Heureusement, on la rencontre pas en poule, j'ai envie de dire. Mais ouais, ça faisait peur sur ce match. Franchement, moi, c'est le match qui m'a le plus déçu, je dirais, de cette prépa, parce que j'attendais quand même une réaction de la France. Peut-être pas une victoire, parce que je savais que le Canada, ça allait être dur, mais en tout cas, un match plus abouti, j'aurais aimé. Parce que voilà, on a toujours été évidemment bien moche en attaque. Et c'est ça, c'est qu'en attaque, dès que ça passe pas par Victor, en fait, il n'y a pas de mouvement, les balles, elles stagnent à l'extérieur. C'est décevant, franchement, cette attaque. Donc voilà, une nouvelle défaite contre le Canada, 73-85. Et enfin, dernier match qui s'est donc joué dimanche, France-Australie, 82-83. Un match plus agréable à regarder, enfin j'ai trouvé en tout cas. Toutefois, ça se finit par une défaite avec une dernière action qu'on pourrait qualifier de scandaleuse, même, mais j'ai envie de dire heureusement que ça reste qu'en prépa, parce que ça, si ça arrive au JO, mais les gars, vous voulez vous faire lapider sur place publique. C'est pas possible de se faire baiser le cul sur une attaque, enfin sur un système aussi simple, et que Dyson Daniels se retrouve tout seul sous notre panier à 2 secondes de la fin et qu'il puisse marquer aussi simplement sur un système aussi simple. Enfin, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, si vous n'aviez pas compris ou si vous n'avez pas vu le match, donc on s'est fait battre au buzzer par l'Australie sur un système vraiment très simple, sur une remise en jeu, enfin dégueulasse. Mais bon, vaut mieux que ça arrive maintenant qu'au JO, on va dire. Bon, franchement, moi j'ai trouvé le match dégueu sans être dégueu, c'est-à-dire que il y a des moments, tu sens qu'il y a du potentiel, même en attaque. J'ai trouvé qu'on avait quelques bonnes actions. On a eu une bonne adresse extérieure, ce qui fait que le match a été quand même beaucoup plus facile pour nous, parce que enfin les joueurs décidaient de ne pas hésiter aux 3 points.
Donc voilà, ça a créé quand même plus de jeux en attaque. C'était un peu plus agréable à regarder, même si évidemment il reste des périodes, enfin des moments, tu te demandes ce qu'ils font les mecs qui sont là, ils dribblent, ding, 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 ding. 10 secondes, en haut, derrière la ligne 3 points, ça dribble, ça dribble, ça dribble, et puis il n'y a rien qui se passe. Et puis t'arrives, il te reste 8 secondes à jouer, t'accélères un peu, 4 secondes à jouer. Oh bah tiens, on va donner la balle à Victor. Oh bah tiens, il va prendre un tir de merde à 3 points. Heureusement, une fois sur deux, avec lui, tu sais pas comment ça rentre, mais voilà. Enfin, voilà. Ce genre d'attaque qui fait bien chier. En défense, malheureusement, on prend encore 83 points. C'est peut-être. Enfin, c'est trop. C'est encore une fois trop. Euh, J'ai envie de dire que on s'est fait un petit peu niquer par Patty Mills. Quel putain de joueur ce mec, quand même. Franchement, il est vraiment trop fort. Voilà, je suis fan des Spurs. Quand il joue aux Spurs, je l'aimais trop. Mais bon, là, là, franchement, le jour, j'avais juste envie de casser ma télé quand je le voyais mettre ses paniers. Là, il faisait chier. Mais putain, qu'est-ce qu'il est beau à avoir joué. Donc voilà, une nouvelle défaite. Donc ça fait 4 défaites d'affilée en prépa. Défaite, celle-là, frustrante vraiment. Mais bon, ça reste une prépa. Voilà. Bon, pour les conclusions, j'ai envie de dire donc que la France a une bonne défense. Qui peut être agressive quand elle le veut, parce que alors voilà, pareil, il y a des moments, tu sais pas pourquoi, les joueurs arrêtent d'être agressifs sur le porteur de balle. Donc évidemment, bah, les mecs en face, c'est pas des peintres, hein. Si tu les agresses pas, ils vont créer le jeu et puis tu vas te retrouver avec un panier, enfin un panier simple pour l'adversaire. Mais on reste quand même, on a quand même une très bonne défense. La défense intérieure est évidemment excellente. Quand Wemby et Gobert vont pouvoir vraiment, enfin quand ça va être vraiment la vraie compétition, je pense qu'ils vont se donner un peu plus parce que voilà, c'est aussi des matchs de prépa, on n'a pas envie de se blesser. Donc l'intensité défensive n'est évidemment pas à son max. Euh, Toutefois, voilà, bonne défense, mais il y a quand même des errements défensifs qui font peur à certains moments. Enfin, moi, ce qui m'a plus choqué, c'était contre le Canada. C'est ça, les mecs, ils font 3 passes à l'extérieur, et puis d'un coup, tu sais pas comment, il y a un joueur qui se retrouve tout seul dans la raquette. Enfin, je comprends pas comment c'est possible à ce niveau-là, qu'il y ait des erreurs comme ça. Mais on va se rassurer en disant que notre défense reste quand même normalement un point fort de l'équipe de France. Ensuite, il y a quelque chose, c'est que ça reste des matchs de préparation. Donc évidemment, par exemple, un joueur comme Victor Wembanyama n'a pas joué l'entièreté, enfin n'a pas joué le temps de jeu qu'il devrait jouer au JO. Il a plus tourné autour des 25 minutes que des 32, 33, 34, 35, comme on pourrait le voir normalement au JO. Donc ça veut dire qu'on devrait avoir plus de Wemby. Donc au fur et à mesure aussi, voilà des joueurs qui se trouvent un peu plus facilement parce qu'évidemment, là les rotations à certains moments, elles sont un peu aléatoires, quoi. Enfin aléatoires. Non, mais c'est des tests quoi. Donc c'est aussi normal qu'en attaque il y ait quelques galères. Normalement ça devrait se régler. Les joueurs devraient se trouver un peu plus facilement maintenant, se connaître un peu plus par cœur. Donc je pense qu'en attaque on va trouver. Et je l'espère, parce que si on n'en trouve pas, ça va être impossible d'aller faire un résultat au JO. J'espère qu'on va trouver une forme de stabilité en attaque avec quelques systèmes qui marchent bien. Voilà, je l'espère. Mais notre ligne extérieure en défense, ça va, mais en attaque, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. À la main, quand c'est Matthew Strazel, moi, j'aime bien, parce que je trouve qu'il est dynamique et tout, mais même lui, à des moments, c'est compliqué. Et quand c'est Nando De Colo ou Franck Ntilikina ou Andrew Albici, mais je vous dis, Andrew Albici, on l'a quasiment pas vu de la prépa, j'ai plus de mal. Le jeu est tout de suite beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus frustrant également. On a l'impression qu'ils savent pas trop quoi faire de la balle. Donc j'ai peur, ouais. J'ai peur de cette ligne extérieure. J'ai peur de ce qui peut se passer lorsqu'on va affronter des défenses très agressives à l'extérieur. J'ai peur. Voilà. Il y a un point très très positif, enfin un joueur que j'ai trouvé vraiment très très positif sur tous les matchs. Il n'y en a pas eu un seul où je me suis dit merde, il fait quoi là? C'est Guerschon Bouzélé que j'ai trouvé bah voilà très très bon. Il a eu une réussite à 3 points notamment contre l'Australie.
Très très encourageante. Franchement, c'est le joueur, je pense, qui m'a le plus impressionné. Bon, évidemment, avec les coups d'éclat de Victor, il se fait toujours un petit peu éclipser, mais on n'en parle pas forcément assez, je pense, par rapport à ce qu'il apporte. Donc franchement, Guerschon Yabusele, très 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 bon point. S'il joue comme ça et sur les JO, je pense qu'il pourrait nous débloquer certaines situations, justement. Euh, voilà, point négatif, une fois de plus, encore un, j'ai envie de dire, c'est nos pertes de balles. Bon, ça va évidemment avec le fait qu'on galère en attaque et qu'on est très lent. Quand on est lent, les mecs, le jeu est beaucoup plus lisible pour les adversaires et donc on perd des balles. Donc déjà il y a ça. Et puis aussi quand le porteur de balle se fait agresser, je trouve qu'on a tendance à un petit peu paniquer, à faire un petit peu comme dans les catégories jeunes ou dans les catégories amateurs. C'est-à-dire que quand un de nos coéquipiers se fait presser, pour ceux qui jouent au basket, on a tous tendance à se rapprocher de lui pour lui demander la balle pour le sortir de la situation dans laquelle il est. Sauf qu'en fait, en faisant ça, on l'aide pas du tout. Les Français qui jouent, enfin les mecs, c'est quand même des joueurs NBA, des joueurs d'Euroleague, tout ça. Ils font la même chose que des joueurs de D3, quoi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils montent au plus proche du meneur de balle, ce qui est complètement con parce que tu rajoutes un défenseur proche, enfin bref. C'est pire que tout, je trouve. Et ce qui fait que du coup, en fait, même quand on arrive à lâcher la balle et qu'on arrive à faire la passe, déjà il y a un grand risque qu'on se la fasse intercepter. Et même quand ça passe, au final, on se retrouve dans la situation où il y a 3 défenseurs autour de celui qui vient de récupérer la balle. Et on ne peut rien créer derrière, donc on perd encore une fois 10-15 secondes. Et puis voilà, il faut shooter à la dernière seconde comme un con. Donc il y a aussi un gros travail à faire sur les pertes de balles. Il faut vraiment en perdre moins. Je sais pas, franchement, j'ai pas la stat des autres équipes, mais là, on est plus autour des 20 pertes de balles. Je pense que si on tourne à moins de 15, ce serait bien. Autour de 15, ce serait pas mal. Parce que au-dessus de 20, là, comme on est, c'est pas possible de gagner des matchs comme ça. Ça donne trop de points en contre-attaque. Et ça nous fait perdre, nous, d'occasions. C'est pas normal. Donc voilà, écoutez, c'est mon débrief de la prépa des Bleus. J'ai quand même, parce que là j'ai dit beaucoup de négatifs, mais j'ai quand même espoir que ça passe à peu près. Espoir d'une médaille, oui. Médaille d'or, non. Mais j'ai quand même l'espoir, voilà, d'aller en demi. Je me dis que ça, c'est fort probable. Enfin bref, donc déçu de cette prépa, mais quand même optimiste pour les JO. Donc écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté si vous êtes resté jusqu'au bout. Je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Et n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de cette prépa des Bleus de basketball. À une prochaine.